Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci à tous et à toutes d'être là chez Iso-Anatomia. Nous allons parler aujourd'hui des muscles de l'avant-bras et notamment du plan profond de la loge antérieure. Nous allons également parler d'un muscle monoarticulaire qui fait partie du plan profond, qui est le carré pronateur et qui va accompagner le long fléchisseur du pouce et le fléchisseur profond des doigts pour composer le plan profond de la loge antérieure de l'avant-bras. Donc ils vont être plaqués contre la membrane interosseuse et les deux os que sont radius ulna, et terminés sur la partie distale du membre supérieur. Ce sont des extrinsèques de la main pour le long fléchisseur du pouce et le fléchisseur profond des doigts. Le muscle carré pronateur, il sera situé à ce niveau-là, donc sur la partie distale des deux os de l'avant-bras et qui sera intime de l'articulation radio-ulnaire distale. On va les localiser globalement en faisant une petite coupe en regard des deux diaphyses. Donc ici on sera en avant, ici on sera en médial. Le carré pronateur, je l'aborderai sur une vue antérieure tout à la fin. Vous allez voir que son anatomie n'est pas très compliquée. Donc ici la diaphyse radiale qui est coupée. Ici la diaphyse ulnaire qui est coupée. Donc les deux tissus sont reliés ensemble par la membrane interosseuse. Eh bien, les muscles que l'on va décrire aujourd'hui sont collés à ces deux structures anatomiques. On est sur un plan profond. Donc vous allez avoir le long fléchisseur du pouce qui sera situé ici, contre la diaphyse radiale et la membrane interosseuse. Le fléchisseur profond des doigts, pareil. Donc qui lui va s'attacher sur les trois quarts supérieurs de la face antérieure et la face médiale de la diaphyse ulnaire. Entre les deux muscles, vous aurez notamment le paquet vasculo-nerveux interosseux antérieur, ici avec artère et veine. Vous aurez le paquet vasculo-nerveux par exemple interosseux postérieur qui sera contre la membrane interosseuse en arrière, et vous aurez la loge postérieure profonde de l'avant-bras qui sera en rapport intime avec ce paquet vasculo-nerveux, ici le long abducteur du pouce. Si on revient sur les rapports des muscles que l'on veut décrire, on a notamment le nerf ulnaire qui sera sur la partie médiale du muscle et qui va voyager dans l'avant-bras entre le fléchisseur profond des doigts et le muscle fléchisseur ulnaire du carpe, qui va former le relief médial du bras. Je mets un petit coup de gomme ici car le muscle ne s'attache pas sur la diaphyse ulnaire. Ça, c'était pour le nerf ulnaire. Vous allez avoir notamment le nerf médian qui va passer en avant du fléchisseur profond des doigts, ici, et qui sera recouvert par le muscle fléchisseur superficiel des doigts qui lui va former le plan profond de la loge antérieure de l'avant-bras. Pour ce qui est du plan superficiel, on va avoir de dehors en dedans le rond pronateur ici, le fléchisseur radial du carpe, et enfin le muscle long palmaire. Le dernier muscle du plan superficiel, c'est le fléchisseur ulnaire du carpe qu'on a déjà mis en évidence. Latéralement à eux, vous aurez le brachioradial, en arrière le long extenseur radial du carpe, et encore en arrière le court extenseur radial du carpe.
en profondeur de lui les deux faisceaux du muscle supinateur, voilà, que je ne colorie pas. Voilà, donc ici c'est les deux faisceaux du muscle supinateur avec branche profonde du nerf radial, branche superficielle du nerf radial en profondeur du brachioradial accompagnée de l'artère radiale et donc des deux veines aussi. Et pour les rapports, on est plutôt bon, il ne nous reste plus qu'à fermer la coupe et on va pouvoir commencer par les décrire sur une vue antérieure. Donc c'est une vue antérieure, on sera en supérieur ici, en médial ici. Donc dans un premier temps, on fait apparaître l'épiphyse distale de l'humérus avec les deux épicondyles qui vont servir de point d'ancrage pour les muscles de l'avant-bras. La trochlée humérale, le capitulum avec la zone capitulo-trochléaire. Ensuite, les épiphyses proximales des os de l'avant-bras, ici l'ulna, processus coronoïde, la tête radiale, et on continue leurs épiphyses distales avec la tubérosité radiale, le bord antérieur du radius. On peut y aller, hein. Donc là, on a mis en évidence, on a fait apparaître les deux diaphyses. On va pouvoir faire apparaître le carpe. Donc le carpe, je vais le dessiner de manière assez schématique, avec le pisiforme ici. Alors, on pourrait dessiner tous les os du carpe, mais ce ne serait pas hyper utile pour la description de ces deux os. Ici, les phalanges du pouce avec les os sésamoïdes. Les 4 métacarpiens. Et enfin, les phalanges distales. Alors, pour faire apparaître déjà nos corps musculaires, il faut faire apparaître plusieurs structures qui vont être en rapport intime avec les muscles que l'on va décrire. Le rétinaculum des muscles fléchisseurs, on va avoir besoin aussi du muscle court fléchisseur du pouce, qu'on va mettre de manière assez schématique aussi. L'idée, c'est pas non plus de s'attarder sur les structures anatomiques qu'on ne veut pas décrire, ça prend suffisamment de temps de décrire des muscles dans leurs vidéos qui leur sont dédiées. Alors si on commence en plus à décrire des muscles qu'on ne veut pas, qu'on ne décrit pas à la base, on s'en sort plus après. Donc ici, le court fléchisseur du pouce, simplement, je sépare ces deux insertions, ces deux chefs. Ça va être important pour après. Il nous manque la membrane interosseuse. Les fibres sont obliques en bas et en dedans. On va pouvoir commencer à placer les insertions de nos muscles. Donc le fléchisseur profond des doigts pour commencer. Il commence sur l'ulna, sur les 3/4 supérieurs
de la face antérieure d'une part et de la face médiale également. On l'a vu sur la coupe, le muscle vraiment circonscrit médialement toutes les 3/4 supérieures de la diaphyse ulnaire. Il va déborder un petit peu sur la membrane interosseuse comme ceci. Pour son insertion proximale, elle va se présenter comme ça. Il va se terminer sur la base des phalanges distales des 4 derniers doigts. Le long fléchisseur du pouce remplissant cette fonction pour le premier rayon. Le long fléchisseur du pouce, en parlant de lui, il va plutôt s'attacher sur les 2/3 supérieurs de la diaphyse radiale. Voilà, donc sous le bord antérieur, et il va déborder sur la membrane interosseuse. Donc l'insertion est large. Et les insertions sont assez hautes, ça va induire un bras de levier important. Plus les insertions sont éloignées des cartilages, plus leur bras de levier est important, c'est-à-dire que plus ils auront de la force, plus ces muscles seront puissants. Et le dernier, le carré pronateur, donc, qu'on va faire apparaître ici. Donc vous avez, sur la partie distale de l'ulna, une petite crête oblique comme ceci. Et bien le carré pronateur, il va s'attacher sous cette crête oblique. C'est d'ailleurs probablement son insertion qui l'a créé, cette crête. Et vous allez avoir, hop, voilà, le carré pronateur qui va de la partie antérieure de l'épiphyse distale du radius jusqu'à la partie antérieure de l'épiphyse distale de l'ulna. Simplement ici, je corrige le bord antérieur que j'ai mis un peu trop bas. Et il termine un peu plus latéralement. Voilà, comme ça. Parce qu'ici, vous aurez notamment le fléchisseur superficiel des doigts qui va faire suite au long fléchisseur du pouce comme ça. Et encore au-dessus, vous aurez les insertions du supinateur. Ensuite, on va détailler leur trajet un petit peu. Donc simplement, le carré pronateur, il est transversal contre la membrane interosseuse. Il est intime à la radule ulnaire distale et comme son nom l'indique, il fait de la pronation. Il est innervé par le nerf médian, racine C8 et l'artère interosseuse antérieure. On va les faire apparaître ces structures après avoir décrit le trajet. Allez, on y va. Le fléchisseur profond des doigts, son trajet, il est vertical. Voilà, il chemine en profondeur. Il chemine en profondeur comme ceci. Il va passer sous le rétinaculum des fléchisseurs au niveau du canal carpien. Et c'est après avoir passé le canal carpien qu'il va diverger vers chaque doigt. Il se passe plusieurs choses entre-temps. Je m'explique. Je vais faire une petite coupe ici. Voilà, je vais profiter de la place que j'ai là pour faire une petite coupe. Simplement pour visualiser ces rapports au niveau du canal carpien. Voilà, ici, on a donc les os de la deuxième rangée du carpe, avec le rétinaculum des fléchisseurs, donc qui est tendu entre les os latéraux et médiaux des premières et deuxième rangées du carpe. Une petite arcade pour le muscle fléchisseur radial du carpe. Et vous aurez donc, j'en profite pour mettre les deux, comme ça on reviendra dessus plus tard, le long fléchisseur du pouce, il sera là. Le fléchisseur profond des doigts,
qui sera là. Donc dans le repli postérieur du canal carpien. En superficie, vous aurez le fléchisseur superficiel des doigts. Donc entre-temps, vous aurez même des petites bourses synoviales qui assurent le glissement des tendons les uns par rapport aux autres et pour éviter les frottements avec les structures osseuses. Le long fléchisseur du pouce, il en a une propre. Le fléchisseur radial du carpe aussi. Et vous allez avoir le nerf médian qui va passer en superficie. Donc si dans ce canal, qui n'est pas extensible non plus, vous avez une action excessive des fléchisseurs, une action excessive et chronique, vous pouvez conduire à une irritation de ce nerf médian dans le rétinaculum des fléchisseurs. On appelle ça un syndrome du canal carpien et ça va notamment donner des paresthésies dans le territoire du nerf médian, donc dans les 3 doigts latéraux, notamment en palmaire. Et ça va donner des douleurs nocturnes et le patient sortira obligé de secouer sa main. Tout simplement en secouant sa main, il va drainer l'œdème du nerf médian dans le rétinaculum des fléchisseurs. Ce syndrome-là se met notamment en évidence avec le signe de Tinel, où vous mettez en tension le rétinaculum des fléchisseurs en faisant une extension de poignet et en percutant le canal. Ça redéclenche. Si le signe est positif, il va redéclencher la symptomatologie du patient en redonnant des paresthésies dans le territoire du nerf médian. On reviendra sur cette pathologie quand on fera la neurologie. Et donc ici, on peut visualiser donc les rapports du fléchisseur profond des doigts dans le canal carpien. Donc après le canal carpien, que se passe-t-il? Donc il diverge vers chaque doigt et va donner naissance en regard du métacarpe aux muscles lombricaux. Les muscles lombricaux, ils vont naître du bord latéral des tendons du fléchisseur profond des doigts, des bords latéraux. Et ils vont terminer sur l'extenseur des doigts. Et c'est en regard du métacarpe que ces derniers naissent. Et c'est le fléchisseur profond des doigts qui leur donne une première insertion. Ensuite, au niveau du canal digital, ils vont perforer le tendon du fléchisseur profond des doigts. Le tendon du fléchisseur superficiel des doigts, il va cheminer un petit peu pareil, donc en superficie du fléchisseur profond des doigts. Et en regard de l'interphalangienne proximale, il va former un chiasma, c'est-à-dire qu'il va croiser ses fibres en deux et terminer sur P2. Et bien le fléchisseur profond des doigts, il va perforer le fléchisseur superficiel pour terminer au niveau de la phalange distale. Si on fait un petit schéma tant qu'à faire pour ce canal digital, parce qu'il croise notamment de nombreuses structures anatomiques. Alors on a détaillé cette anatomie dans une autre vidéo, dans l'anatomie de la main, mais on va quand même remettre un petit coup, mea culpa, hop, voilà, l'avant sera bien de ce côté-là, sur le côté gauche du dessin. Ici P1, P2 et P3. On refait apparaître les tendons qui nous intéressent. Donc ici, vous allez avoir le fléchisseur superficiel des doigts qui termine en formant un chiasma. Et le fléchisseur profond des doigts, en profondeur de lui, il va le perforer et terminer sur la base de la face palmaire de la phalange distale. Entre-temps, ils vont croiser des coulisses
Avant de les détailler, simplement notez aussi que le fléchisseur profond des doigts, les deux fléchisseurs vont donner ce qu'on appelle des vinculums. Des petites expansions fibreuses sur chaque phalange. En regard de ces vinculums, vous avez des petits vaisseaux qui vont passer et qui vont perfuser le tendon en permanence. En fait, lorsque vous avez des ruptures, notamment du fléchisseur profond des doigts, donc vous n'avez que le fléchisseur superficiel qui reste. Donc vous allez avoir la phalange distale tractée par l'extenseur des doigts en extension. Le souci de cette pathologie, donc elle se traite par chirurgie où on va recoudre le tendon dans son insertion, vous allez avoir une rupture des vinculums en regard desquels passent des petits vaisseaux. Donc si ces petits vaisseaux ne sont pas traités le plus rapidement possible, cela va avoir un impact sur la cicatrisation de ce qu'on appelle un jersey finger. Donc c'est le doigt en extension, la rupture du fléchisseur. Ça va avoir un impact sur la fibrose du coup et sur la cicatrisation. Si vous supprimez la vascularisation locale, la cicatrisation est impossible. D'où lorsque vous avez une rupture, une suspicion de rupture du fléchisseur profond des doigts, il faut aller aux urgences tout de suite. Car le pronostic fonctionnel dépend de la précocité de la prise en charge, comme de nombreuses pathologies d'ailleurs. Le fléchisseur superficiel des doigts a également des petits vinculums. Et donc ces deux structures, elles passent dans des coulisses fibreuses. La première coulisse, elle est en regard de l'articulation métacarpo-phalangienne et elle est annulaire, c'est-à-dire en forme d'anneau. Donc elle s'appelle A1. Vous avez une autre coulisse qui est A2 en regard de P1, partie proximale. Ensuite, vous allez sur la partie moyenne de P1, une coulisse cruciforme que l'on va appeler C1. Sur la partie distale, une coulisse annulaire qu'on appelle A3. Sur la phalange intermédiaire, partie proximale, vous allez avoir une coulisse cruciforme que l'on appelle C2. Sur la partie moyenne, une coulisse annulaire qu'on appelle A4. Et enfin, en regard de l'interphalangienne distale, la coulisse la plus distale est cruciforme et s'appellera C3. Voilà pour la terminaison du fléchisseur profond des doigts. Pour le long fléchisseur du pouce, donc son trajet va être vertical aussi. Donc il va passer dans le rétinaculum des fléchisseurs, ici latéralement au fléchisseur profond des doigts. Il va ensuite passer, donc se diriger après le canal carpien très largement vers le bas, l'avant et le dehors. Il va passer entre les deux chefs du court fléchisseur du pouce et terminer sur la base de P2 en distal. Donc, comme son nom l'indique, sa contraction va induire une flexion du pouce. Et si vous fléchissez votre pouce, vous vous rendez compte qu'il fait aussi, il ne fait pas de la flexion pure, il fait de la légère rotation. Il fait de la pronation. Sa contraction induit une légère pronation, de par l'obliquité des interlignes articulaires. Et le muscle long fléchisseur du pouce va notamment mêler ses fibres au muscle pronateur, notamment le muscle rond pronateur qui va s'insérer à proximité de lui. J'en parlerai plus quand on fera le rond pronateur. Mais ces deux muscles mêlent leurs fibres et les mouvements de flexion-pronation sont combinés. Ils sont combinés, ils sont associés. Lorsque vous avez un mouvement de flexion, vous avez notamment le mouvement de pronation aussi. Le but, c'est de saisir. Et à l'inverse, le mouvement d'extension-supination sont associés. Le but est plutôt de recevoir ou de donner. Donc vous avez
un catalogue de mouvements combinés comme cela dans le corps humain qui permettent à ce dernier de remplir tous ces mouvements complexes et de remplir ses fonctions. Donc le long fléchisseur du pouce est moteur de la flexion du pouce et de la pronation de ce dernier. Au niveau de leur innervation, vous allez avoir le nerf médian qui va passer et innerver notamment long fléchisseur du pouce, carré pronateur et partie médiale du fléchisseur profond des doigts. Le nerf médian, donc il va sortir du canal brachial ici. Il va passer entre les deux chefs du rond pronateur, sur la gouttière bicipitale médiale. Il va cheminer ensuite en profondeur, juste en avant de ses os, en avant du fléchisseur profond des doigts notamment. On va faire un schéma un peu plus juste. Voilà, comme ceci. Et entre-temps, donc, il va donner des rameaux pour le carré pronateur et le long fléchisseur du pouce. Ensuite, le nerf médian donc, passe dans le rétinaculum des fléchisseurs et peut également redonner un petit rameau donc, pour les muscles du pouce. Il innerve d'autres choses, mais ça ne nous intéresse pas. Pour l'instant, on l'abordera plus tard. Le nerf ulnaire, lui, il va passer en arrière de l'épicondyle médial, il va passer entre le fléchisseur ulnaire du carpe et le fléchisseur profond des doigts. Donc il a une situation quand même très médiale. Et va donner donc, comme le nerf médian, des petits rameaux pour le corps musculaire. Ensuite, il va passer dans le canal ulnaire, qui est un dédoublement du canal carpien, du rétiniculum des fléchisseurs. Et ensuite, va plutôt innerver les muscles médiaux. Concernant la vascularisation, donc c'est la racine C8 pour le nerf ulnaire, je n'ai pas précisé. Pour le nerf médian, le nerf ulnaire, c'est les racines C8-T1. Et le nerf médian, c'est aussi la racine C8-T1. En général, les racines inférieures du plexus brachial sont plutôt à destinée distale. Pour la vascularisation, donc vous avez l'artère brachiale ici, superficielle, qui se divise au niveau de l'avant-bras en artère ulnaire qui emprunte exactement le même passage que le nerf ulnaire, et l'artère radiale qui elle va aller en profondeur du muscle brachioradial et qui va donner des petits rameaux pour le long fléchisseur du pouce. L'artère ulnaire va vasculariser le fléchisseur profond des doigts, elle passe en avant de ce dernier. Donc l'artère radiale pour le long fléchisseur du pouce, et vous avez l'artère interosseuse antérieure donc qui va naître de l'interosseuse commune qui naît de l'artère ulnaire, et l'artère interosseuse antérieure qui va arriver comme ceci et perfuser le muscle carré pronateur. Pour le drainage veineux, c'est exactement la même chose. Les veines profondes sont satellites des artères, donc il suffit de mimer le trajet artériel, et on a aussi le pattern veineux. On a fait le tour de la loge antérieure plan profond et je vous dis au plaisir, à bientôt.